Bonjour à tous. Cette semaine, avec Fred, nous faisons notre hebdo préféré, celui du Salon de la Gourmandise. C'est parce qu'on aime les bonnes choses. Et si vous aussi, restez avec nous, on en parle tout de suite. Je suis avec Denis Thoman. Vous êtes l'un des organisateurs de ce salon. Bonjour. C'est exactement ça. Bonjour à tout le monde. Donc nous sommes cette année 3. Oui, c'est ça, parce que Gilbert Lhomme est parti. Parce que ça Gilbert Lhomme doit être présent quelque part dans le salon, là, mais il a souhaité prendre du recul un petit peu et confier à une équipe renouvelée, on va dire, l'organisation de ce salon. Donc nous avons décidé et accepté de relever le défi avec Daniel Cessa et Jean-François Barnet. Donc, voilà. Alors, quelles ambitions avec cette nouvelle équipe-là? Les ambitions, c'est surtout d'assurer la pérennité du salon, de conserver, bien entendu, ce qui a bien fonctionné depuis toutes ces années. Donc, c'est en quelque sorte du changement, mais malgré tout dans une certaine continuité. Et l'idée, c'est bien entendu de peut-être essayer d'apporter au fil des années un peu de nouveauté malgré tout. Alors on a commencé un petit peu, mais petitement cette année, parce qu'il nous a déjà fallu prendre la mesure du défi à relever, qui est quand même pas si évident, pour être sûr, tout à fait honnête. Mais bon, on est bien sûr très content de voir que pour l'instant, tout se passe très très bien et on espère bien entendu que les visiteurs vont venir nombreux et pourquoi pas encore plus nombreux. Donc, alors, voilà. Je rappelle que ce salon a été créé en 2009, donc ça fait 13 ans. Il y a eu pas mal de chemin parcouru depuis. Alors effectivement, le chemin parcouru, il est énorme puisque la toute première édition s'est tenue dans la petite salle alors que maintenant, on occupe tout le voilà, c'était vraiment tout petit, avec simplement peut-être une trentaine d'exposants, ce qui était déjà très bien. Et dès la première année, effectivement, on a compris et senti qu'il y avait quand même un intérêt pour les Spinaliens à participer à ce salon, puisque nous avions, et c'était pour nous déjà une très grosse performance, réussi à faire venir 2000 personnes pour la première édition. Si maintenant on devait comparer 13 ans plus tard, en moyenne, combien de visiteurs et combien d'exposants? Cette année, par exemple, on attend combien? C'est très difficile de vous répondre avec précision, mais l'ordre de grandeur, c'est certainement d'essayer de franchir la barre des 10 000. Sachant qu'on avait fait plus de 12 000 en 2019, c'était la meilleure année, c'est ça? Donc l'année avant Covid a été la meilleure année. Et nous avions effectivement dépassé les 12 500 entrées. Alors, bien entendu, la perspective idéale serait qu'on puisse faire aussi bien, voire dépasser, mais écoutez, on verra ça demain soir, enfin plus exactement un peu après, le temps de dresser quand on aura le bilan. Compté, voilà. Alors, combien d'exposants cette année? Alors, pour être très très précis, 117 exposants. D'accord. Et de tous horizons, c'est ça De tous horizons, de toutes spécialités. Alors bien sûr, avec une ossature quand même très présente, tout à fait, à la fois vosgienne et au-delà régionale, mais également des représentants de produits de toute la France, que ce soit des produits liquides, solides ou également des représentants des spécialités des arts de la table, de la coutellerie, des vêtements de travail ou des ustensiles divers de cuisine. Dernière question, donc je rappelle que c'est un événement organisé par le Rotary Club. C'est un événement caritatif. Donc cette année, quelle est la cause qui va être défendue? Alors il y a un premier projet qui est destiné à accompagner des enfants dans le cadre de l'hôpital d'Épinal, alors plus dans la spécialité de l'hôpital Ravenel. Ce sont des enfants en difficulté, on va dire, psychique et le tout étant de les accompagner, d'améliorer leur vie grâce à la naturothérapie. D'accord. Ça, c'est le premier projet. Et le deuxième, c'est un projet qui est davantage lié aux activités handisport.
avec le CESAD et l'Association des paralysés de France. Et là, l'idée, c'est de permettre à un groupe de jeunes également de pouvoir participer à une manifestation sportive, à savoir les Jeux régionaux de l'avenir, donc dans le cadre plus général de handisport. Très bien. Voilà. Merci. Le deuxième objectif de l'année. Eh ben, on espère que vous atteindrez vos objectifs. Merci Denis Thoman d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une première pause dans cette émission et puis c'est également pas mal d'animations ce salon et c'est l'occasion pour de jeunes apprentis de faire découvrir leurs talents. 5 d'entre eux ont participé au concours des œuvres gourmandes. On va tout de suite regarder le reportage que nous avons tourné cette semaine et on se retrouve juste après. Ne vous y trompez pas, cet éléphant pèse plus de 7 kilos, entièrement réalisé en chocolat par Noémie, qui participe pour la première fois au concours des œuvres gourmandes organisé chaque année par le Rotary Club d'Épinal à l'occasion du Salon de la Gourmandise. Noémie a pour maître d'apprentissage le chocolatier spinalien Lamiel et le thème imposé cette année, l'univers du cirque, l'a tout de suite inspiré pour cette sculpture qui a demandé un bon mois de travail et ô combien fragile. Noémie en sait quelque chose, la sienne a cassé durant le transport. Juste avant de l'emmener, au moment où je la porte, elle a basculé, elle a cassé la moitié de la planche. Au niveau de là, elle a cassé tout là, puis le ballon qui a tapé, du coup il a cassé aussi. Du coup je me suis dépêchée de tout refaire. Mais tous les ans on a ça. Ah bah oui, c'est du chocolat donc c'est pas trop solide. Faut savoir faire des bases et puis j'ai su remodifier, me dépêcher, trouver des solutions pour présenter quelque chose. Pourquoi un éléphant ? J'ai eu un souvenir quand j'étais petite, j'étais dans un cirque, il y avait un éléphant et j'ai pensé tout de suite à l'éléphant. Lorena a 31 ans, bolivienne, elle est arrivée en France il y a 2 ans. Elle est apprentie en pâtisserie à Vanier et les arts du cirque n'ont désormais plus de secret pour elle. En espagnol, ça s'appelle energía vibrante. Ça signifie ? Energía, pourquoi? Parce que il y a plein de trucs dans ma pièce, les équilibristes, les contorsionnistes, te donnent l'énergie de toi-même aussi faire des mouvements vibrants parce que le chocolat, quand tu le manges, il te fait vibrer la bouche. Et puis il y a Adrien qui lui s'est pour ainsi dire lancé dans un numéro d'équilibriste. Avec ces nombreuses parties, on ressent un jeu d'équilibre de haut en bas et puis sous le chapiteau ça représente aussi l'ensemble de ce qui se passe sous le chapiteau avec le monocycle, l'otarie, la quille et puis le chapiteau au-dessus. Quels sont les critères qui font que vous sélectionnez une œuvre et que vous dites c'est celle-ci ? Alors le premier critère c'est le respect du thème de l'année. Donc cette année la thématique c'est l'univers du cirque. La deuxième thématique c'est le Rotary en général, donc le logo du Rotary, voire le logo du Rotary International ou encore le logo du Salon de la Gourmandise. Et enfin, il y a tous les critères bien sûr techniques et esthétiques qui sont pris en compte. Il devait initialement y avoir 7 réalisations en chocolat, pain ou sucre présentées au jury du Rotary. Une s'est brisée en chemin, l'autre n'a pas été achevée à temps. Les 5 sculptures sont de fait toutes sélectionnées pour être présentées lors du Salon de la Gourmandise, des vins et des arts de la table. C'est au public qu'il appartiendra de voter pour établir le classement final. Nous sommes de retour au Salon de la Gourmandise. Je suis cette fois avec Frédéric Jonot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes parrain de cette édition 2022. Tout à fait. Et vous êtes également MOF. Et ce qui vous caractérise, c'est que vous mettez le végétal au cœur de l'assiette, c'est ça ? Tout à fait. Alors je suis MOF Mayorie de France primeur. Donc dans le monde des fruits et des légumes, qui consiste à avoir la scénographie, la théâtralisation, mais aussi les techniques de découpe, les techniques de cuisson. Et après, on fait des textures. Et avec ces textures, on essaye d'assembler des saveurs pour montrer aux gens le mariage possible ou impossible des fruits et des légumes. Alors, vous avez beaucoup voyagé, vous avez travaillé dans différents pays, vous êtes passé par de grandes maisons. Et ce que vous avez constaté, c'est que finalement, le légume, le fruit, c'est souvent relayé aux produits secondaires. Hein. Exactement, c'est-à-dire que nous, dans la cuisine, on fait attention à la sole de porc en bessin, l'agneau de paix salé, le pauillac, etc. Tout un tas de noblesse dans les appellations des protéines. Mais par contre, l'oignon et la carotte, on s'en fout complètement. Et on l'utilise souvent, banalement, dans une recette de cuisine sans se préoccuper. On met de l'oignon. Mais lequel ? Il y a 5-6 variétés d'oignons. Celui qui est adapté à la cuisson, pas à la cuisson, manger cru. Donc voilà ce qui est important aujourd'hui de mettre en avant. Et
Est-ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui que les habitudes alimentaires, elles sont en train de changer? Il y a quand même de plus en plus d'intérêt pour les produits végétaux finalement, pour différentes raisons. Je ne sais pas si les habitudes alimentaires, aujourd'hui, on remarque qu'elles changent. Mais en fin de compte, c'est les situations de vie dans l'histoire qui font changer les habitudes alimentaires. Demain, pendant la guerre, il y avait des habitudes alimentaires différentes. La famine apporte des habitudes alimentaires différentes. Aujourd'hui, on est dans une société de surconsommation. On consomme de la couleur, il faut que ça soit beau, mais quelque part, je vais être un peu méchant, on s'en fout un peu du bon. Oui. Alors si, il faut que ça soit bon, mais on ne veut pas mettre le prix. Et on ne s'aperçoit pas qu'il y a un travail d'homme derrière pour faire un produit de qualité. Donc on veut tout au moins cher, et on est dans une spirale inversée où, malheureusement, même dans nos métiers, on nous impose, pour nos enfants, ah non mais c'est trop cher. Parce qu'il y a des réglementations qui sont là, et c'est ça qui est dangereux. Il arrive un moment, tout a un coût, et le travail des hommes a un coût. Et on fait partie quand même d'un pays du monde où le travail est un des mieux revalorisés. Donc il ne faut pas perdre de vue que si demain vous avez une banane qui est importée de sociétés qui exploitent les gens, etc., et il arrive un moment donné, je prends le banane au exemple, mais il y a des fois dans des pays... on ne regarde pas forcément les conditions, mais on le retrouve sur nos étals à pas cher. Et on achète un prix. Mais on s'en fout du goût. Donc il y a encore du travail à faire dans les mentalités, quoi. Il y a du travail à faire, on progresse beaucoup. Nos fédérations, nous, primeurs, saveurs commerce, mettent beaucoup en avant les primeurs. Les interprofessions, Interfel, on se bat. C'est des gens qui se battent au quotidien pour sensibiliser l'opinion publique, pour faire avancer. Il y a beaucoup d'associations qui sont là également pour aider les consommateurs. Donc il faut qu'on soit... dans cette montée-là. Moi, j'en ai un peu marre qu'on me dise les légumes sont chers, alors que les mêmes personnes achètent des barres chocolatées qui, au prix du kilo, coûtent 45 € le kilo. C'est des choix de consommation. Voilà, on est bien d'accord. C'est des choix de consommation qu'il faut malheureusement compenser par des recettes un peu originales et faciles à faire à la maison. Alors, ce qui vous caractérise également, c'est la sculpture du fruit et du légume. C'est votre spécialité, en fait. Ah, c'est mon petit dada, ça, c'est ma petite passion. Vous savez, il y en a qui font du vélo le dimanche. Moi, c'est la sculpture. Donc, j'adore ça, mais encore une fois, sans gâcher. Parce que quand on prend une pastèque et qu'on va décorer la peau, on ne mange pas la peau, donc on ne gâche pas. Donc, on le met comme si c'était un gâteau d'anniversaire à la fin du repas. Et bien sûr, on le partage et on le mange. On utilise tout, donc. Exactement. Dernière question, là on approche des fêtes de Noël. Si on pouvait mettre un peu l'eau à la bouche de nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous nous conseilleriez avec évidemment le végétal au cœur de l'assiette? Regardez, une bûche de Noël faite avec de l'ananas. L'ananas, c'est la saison qui arrive maintenant en novembre-décembre, c'est là où il est le meilleur. On va couper des fines tranches, on va mettre dans un moule à bouche, on va enrouler comme ça, avec peut-être une confiture maison ou une marmelade d'orange, etc. Et on va le rouler, et on va avoir une bûche, comme une bûche, avec des rosaces, ça va être de l'ananas. Dessus, vous décorez avec votre petite Père Noël, vos cadeaux, etc. Et vous avez un 100% fruit. Ça donne envie en tout cas. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bonne fête dans les Vosges. Merci. Tout de suite, on fait une deuxième pause dans cette émission. On va parler de l'emploi dans l'hôtellerie-restauration qui est en difficulté en ce moment, dans un instant. Mais tout de suite, on regarde un reportage tiré de nos archives. On en parlait il y a quelques mois déjà. Comme un appel au secours, ce restaurant affiche sur sa façade son besoin de personnel. Car depuis la crise sanitaire, un tiers des employés n'est pas revenu. En France, on estime cette défection de l'ordre de 30 à 50% dans l'hôtellerie-restauration. L'activité, elle reprend et on met des affiches, comme vous avez pu voir, sur les portes, un bel optimarque sur le restaurant. Mais alors, on a des CV. J'ai eu des CV, je devais avoir 2 entretiens ce matin, les personnes ne viennent même pas, donc c'est vrai que c'est compliqué. Compliqué et usant pour le personnel en salle et en cuisine qui croule sous la charge de travail. Il y a besoin de plus de monde, ça, il n'y a pas de souci, de plus de bras, de personnes motivées aussi. On est obligé de faire des refus de temps en temps, mais après il y a des loupés, voilà quoi. Les plannings sont quand même vachement remplis, il y a moins de repos, moins de congés, moins de tout quoi. Les difficultés de recrutement sont accentuées, mais ont débuté bien avant la Covid. Le club tourisme de la Chambre de commerce et d'industrie réunissait au quai Alpha à Épinal les professionnels de la branche pour faire le point.
Le besoin se fait encore plus ressentir sur les périodes saisonnières où vraiment on a besoin d'avoir de la main-d'œuvre dans nos établissements. En l'absence de mutation profonde du secteur, 10% des établissements pourraient finir par mettre la clé sous la porte. Il faudrait freiner le turnover qui atteindrait 72%, entraînant surcoût pour le restaurateur et perte de savoir-faire. Je pense que le problème n'est pas à 100% sur les salaires, le problème n'est pas là. Le problème est dans la reconnaissance qu'on peut avoir du travail effectué, dans le fait de donner des responsabilités aux gens qui travaillent en salle, de les reconnaître, de les considérer. La mutation du marché du travail s'est accélérée. C'est aujourd'hui de plus en plus à l'employeur de s'adapter en acceptant des contrats flexibles, du temps de travail choisi plutôt qu'imposé. Des salariés feignants, pas forcément, mais 2/3 des jeunes sortant des lycées professionnels abandonnent dans les 3 ans. Pour motiver les jeunes, il faut déjà réussir à les faire rêver. Ça, c'est déjà une chose. Et c'est un métier où on peut rêver parce que les perspectives sont énormes. Elles sont énormes en termes de formation, elles sont énormes en termes de débouchés, que ce soit en national, enfin régional, national, international. On est le pays de la gastronomie. Une mutation en profondeur prendra du temps. Pour résoudre le problème à court terme, les restaurateurs vont devoir se résoudre à revoir leurs exigences. Du savoir-être sans le savoir-faire ou l'expérience. Quand on a le problème, c'est recruter de nouveaux profils qui ne sont pas des professionnels en salle, les rémunérer autrement, j'ai pas dit plus, les rémunérer autrement. Il n'est pas normal que dans un métier de service comme la restauration, qu'à la fin du mois, quel que soit le travail que j'ai fait, j'ai le même salaire. Sans en connaître le chiffre exact, l'hôtellerie-restauration serait pourvoyeuse de centaines d'emplois dans les Vosges pour les mois à venir. Nous sommes de retour au Salon de la Gourmandise à Épinal. Je suis avec Céline Asman. Bonjour. Alors vous êtes assistante de direction à l'UMIH 88, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Vosges, et également avec Thierry Millet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes MOF, maître d'hôtel du service des arts et des arts de la table depuis 2011, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ok. Alors cette année, l'UMIH mène une action un petit peu particulière, c'est ça, sur ce salon. Oui, tout à fait. On a mis une action de promotion des métiers de l'industrie de l'hôtellerie en place. Donc c'est un projet qui est soutenu par la région Grand Est. Ça s'inscrit dans la mobilisation générale pour l'emploi. Donc on a convié donc les missions locales, Pôle emploi, tous les prescripteurs en fait du département à solliciter donc les personnes qui étaient inscrites dans ces agences-là pour participer à cette action. Donc on a eu 2 temps forts sur le week-end, le vendredi soir sur un parcours cuisine où là nous avons eu la participation de 50 demandeurs d'emploi de tout le département. D'ailleurs je remercie les missions locales puisqu'elles se sont déplacées en bus de Saint-Dié, Gérardmer, Remiremont, Épinal, Neufchâteau. Et là, on avait donc une réalisation d'une recette de cuisine avec notre chef. Après, il a pu avoir un entretien avec eux. Et là, aujourd'hui, je suis contente. C'est en partenariat avec Thierry Millet. On a fait un parcours salle avec un petit parcours de garçon de café. Et puis Thierry a pu expliquer tout son parcours aux demandeurs qui étaient inscrits sur cette action. Parce que justement, Thierry Millet, on sait que quand on va au restaurant, toute l'attention est sur ce qu'on a dans l'assiette, mais c'est pas tout ce qui fait une expérience au restaurant. Le service en salle est également très intéressant et vous savez de quoi on parle. Oui, oui, en fait, quand on pousse une porte de restaurant, on a déjà l'accueil, donc on est déjà en première ligne. Et ensuite, on va installer les clients, on voit les arts de la table. On a quand même un pays de savoir-faire dans ce domaine et les Vosges en sont les premiers instigateurs, si on pourrait dire, puisqu'on a de l'orfèvrerie, on a de la faïence, on a de la verrerie, on a vraiment tout en Lorraine pour satisfaire le client. Ensuite, on va avoir un échange et on va être des créateurs d'ambiance. Et d'une table à l'autre, ça va changer. Un repas d'affaires ne sera pas un couple d'amoureux, un repas entre de famille où on va célébrer peut-être quelque chose, ou une table d'amis qui vont vouloir arrêter le temps pour se détendre un peu. Donc là, typiquement, on vous a vu tout à l'heure discuter avec un groupe de jeunes que vous leur avez envoyé, Céline. Ils ont eu l'air contents à la sortie, visiblement. Oui, ils ont eu l'air ravis. D'ailleurs, ça fait plaisir. Et nous, notre action, c'était le but. C'était de susciter des vocations et surtout de leur montrer les attraits du métier. Alors effectivement, tous les métiers ont des inconvénients et des avantages. Mais le but principal, c'est de leur dire aussi que l'hôtellerie-restauration donne le sourire aux gens et apporte du bonheur. Donc, et ils ont été satisfaits. Ils avaient le sourire en partant. Qu'est-ce que vous leur avez dit alors, Thierry? Parce que c'est vrai que c'est des métiers, on le voit bien, qui ont du mal à recruter, qui peuvent peut-être faire peur parce qu'ils ont certaines contraintes, les horaires notamment.
comment redonner envie à ces jeunes et ces moins jeunes d'ailleurs? Aujourd'hui, il faut quand même se dire que quand on travaille, c'est pour la retraite. Et c'est des métiers où il n'y a pas de chômage. Il y a beaucoup de demandes. On a une offre à 360 degrés d'un restaurant à thème comme de la restaurant de haute gastronomie. Donc on peut se trouver, se choisir, on peut choisir sa pièce de théâtre où on veut travailler simplement dans une convivialité au travers d'un restaurant. On avait des origines différentes là avec le public. Donc on avait même une ukrainienne, donc on peut très bien, on va envisager quand même que les restaurants ukrainiens vont réouvrir également. Et on peut aussi monter jusque dans les hautes sphères de l'hôtellerie de luxe. Et ça, on le choisit. Vous l'avez vécu vous-même, hein? Oui, tout à fait, on le choisit et on doit pouvoir se faire plaisir et faire plaisir à nos clients. Il n'y a pas de métier sans contrainte en fait. En tout cas, l'idée, voilà, c'est de leur donner envie. Et ça marche. On a peut-être réussi à leur donner le sourire et c'est la première chose pour que eux plus tard donnent le sourire à leurs clients. Alors aujourd'hui, la filière, comment elle se porte très concrètement, Céline? Je ne sais pas si on a des chiffres dans les Vosges. On sait qu'il y a énormément de postes à pourvoir. On a une idée? Alors, ouais, effectivement, on a un métier en tension. Bon, après, il y a beaucoup de secteurs qui sont en tension, mais l'hôtellerie, restauration l'est aussi. Pour un ordre d'idée, sur le national, on a plus de 100 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Et du coup, ça engendre des modifications au niveau de l'organisation du travail. Par exemple, moi, j'ai des établissements qui doivent fermer un jour par semaine par manque de personnel. Parce qu'il y a aussi ces équipes et ils doivent aussi donner des jours de congé hebdomadaires. Donc forcément, il faut se réorganiser. Des tensions, voilà, dans la filière. On espère que ça se résorbe. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on regarde les infos de la semaine. Ils ont tous un parcours, un âge ou une situation différente, mais sont ici dans un seul et même objectif, décrocher un contrat de travail. Ils se sont plus d'une centaine de demandeurs d'emploi qui se sont rendus au forum dédié à Golbet jeudi après-midi. Sur les 34 stands présents, des entreprises, des institutions de l'État ou encore des structures de formation et d'accompagnement. Si ce rendez-vous annuel permet aux étudiants et demandeurs d'emploi de rencontrer des recruteurs, il permet également aux salariés de se réorienter. Rappelons que le taux de chômage national au 3e trimestre 2022 s'élève selon l'INSEE à 7,3%. Au revoir. L'actualité dans l'agglomération est marquée également cette semaine par la pêche de sauvegarde dans le réservoir de Bouzet. En raison des travaux de maintenance sur le barrage construit dans les années 30 d'un coût estimé à plus de 5 millions d'euros et qui nécessite une vidange quasi complète, plusieurs tonnes de perches, brochets, gardons, cendres, carpes et brèmes sont transférées dans les étangs de l'Abbaye et de Renauvois, ainsi que dans la Moselle et les biefs du canal des Vosges encore en eau. Cette pêche de sauvegarde intervient après le lâcher d'une tonne de poissons à l'automne dernier par l'association de pêche d'Épinal. Pour qu'il y ait à nouveau de la friture sur la ligne, patience donc, la remise en eau du barrage n'est envisagée qu'en mai 2023. Non, la mousse. Il sonne le creux. C'est-à-dire que le boulet va partir. Le projet avait été lancé il y a tout juste un an. Les sculpteurs de l'association Pierre Avenir avaient débuté la réalisation d'œuvres taillées directement dans le grès de la carrière colo. Une initiative mise en place en partenariat avec l'association sportive Les Enfants du Roc et la ville d'Épinal qui souhaitait ainsi attirer le grand public au travers de la culture sur ce site exceptionnel de la Cité des Images. Le projet a finalement quelque peu changé et verra en tout la création de 9 sculptures sur des roches qui seront disposées au pied de la carrière. Le thème reste le même et illustre toujours la légende du Petit Cri, un ancien récit traditionnel inuit. Des enfants du centre de loisirs de la 40 semaines ont pu découvrir en avant-première mercredi après-midi le travail en cours et échanger avec les sculpteurs de l'association. Le nouvel éclairage de l'imposant vitrail de l'église Notre-Dame au Cierge d'Épinal était dévoilé à l'issue de la 6e édition du concert chœur et orchestre du 11 novembre. Concert organisé au profit de l'association Nodaci pour l'entretien de l'édifice et avec cette année la mezzo-soprano Lucille Richardot ici à l'image. Cette artiste de renommée internationale native d'Épinal s'est produite devant un peu plus de 800 spectateurs accompagnée de l'orchestre Gaston Stolz et du chœur, tous deux originaires de la région nancéenne. Depuis 2016, les concerts du 11 novembre ont permis de financer de nombreux travaux, dont le renouvellement de l'éclairage du vitrail donc, bien qu'il reste de nombreux chantiers à venir. Pour découvrir le résultat de celui financé par le concert de cette année, rendez-vous est donné l'an prochain.
le 11 novembre naturellement. Et voilà, l'hebdo c'est terminé pour aujourd'hui. Vous aurez compris pourquoi on aime le salon de la gourmandise avec Fred, mais on va pas en manger trop quand même parce que la semaine prochaine, il faut qu'on rentre dans nos tenues. On va du côté du salon cousu de fil rouge. Je vous dis à très bientôt. Bon appétit!